Bienvenue à tous sur cette nouvelle vidéo. Alors cette fois, je vais être accompagné de Gauthier pour parler de préparation physique. Alors pour la petite histoire, Gauthier, c'est un joueur que j'ai rencontré cet été là, lors du stage de Michel Martinez. Et il nous a beaucoup dépanné et aidé sur des trucs en préparation physique, sur des séances. Et on est resté en contact et je voulais faire une vidéo prépa physique, je voulais en parler avec quelqu'un. Et donc, naturellement, voilà, je me suis tourné vers Gauthier qui va discuter prépa physique avec nous. Donc, je te laisse te présenter, Gauthier. Ouais, bah du coup, donc je m'appelle Gauthier, j'ai 22 ans, je suis actuellement en master STAPS à l'INSEP, donc orienté sur la haute performance. J'interviens en prépa physique depuis quelques années, 3 4 années sur des athlètes, et, euh, et moi-même, je m'entraîne depuis plusieurs années. Donc je suis pongiste de base, ça fait plus de 10 ans que je joue au club de Sky King, et, euh, et du coup, à côté, je fais du street lifting. Donc, c'est ça qui me rapproche un peu de la prépa physique. Donc, le street lifting, c'est quoi? C'est un sport de force, une discipline de force, où l'objectif, c'est sur 4 mouvements, faire une répétition avec le plus de charge possible. Donc, les 4 mouvements, donc c'est le squat, les dips, les tractions et, euh, et les muscle-up. Top, on voit la barre de dips juste derrière, Ouais, proche exactement. de Ouais. la table. Ouais, exactement. Bah, j'ai un petit appart, je dois essayer de la caler où je peux, mais exactement. Voilà. Excellent. Et tiens, bah, je Euh, précise juste quelque chose Vas-y. quand même, c'est que ce que je vais dire aujourd'hui, enfin, ce qu'on va dire aujourd'hui, c'est ma pensée actuelle. Je dis pas que c'est la bonne chose aujourd'hui et que on va essayer de se baser un maximum sur la littérature scientifique pour essayer d'appuyer un peu nos propos. Donc voilà. Exactement, et c'est aussi pour ça que tu es là aujourd'hui. Toi, je sais que tu es assez rigoureux là-dessus. Moi Mm. aussi, on aime bien ces trucs-là. Donc, merci pour ce petit rappel. C'est vraiment extrêmement important, hein. C'est vraiment la différence entre parfois des petits détails qu'on peut trouver dans la littérature scientifique et puis qui font la différence entre une séance qui peut avoir de bons résultats et une séance qui va avoir bien moins bons résultats. Ouais, c'est ça. Des fois, on a tendance à affirmer Euh, des choses alors que pour l'instant, rien n'est prouvé. Donc, c'est ça. Après, il y a des choses qui peuvent se mettre en place. On sait que c'est pas sûr à 100% que ça marche ou que ça marche pas comme c'est sûr. ça, mais voilà, après on avance à tâtons. Et plus on se base évidemment sur des trucs concrets qu'on sait, mieux c'est. Voilà. Exactement. Tu peux nous en dire plus Euh, sur le petit programme de ce podcast? ouais, alors sur ce petit programme, là, on va commencer par parler un peu prévention, parce que c'est aussi le but numéro un, la prépa physique, hein. C'est pas le développement des qualités physiques. Le but numéro un, c'est la prévention des blessures. Et évidemment, l'amélioration des qualités physiques vient après sur le deuxième objectif, qui est l'amélioration des performances. On va parler d'amplitude, de souplesse, on va parler ensuite d'explosivité, on parlera proprioception et gainage, et puis enfin, on finira sur quelque chose qui est extrêmement important, qui va être de comment bien récupérer après une journée de Mm. compétition, voire un week-end de compétition. On en parlait justement à notre dernier débrief. C'est vrai que c'est extrêmement sous-estimé cet aspect récupération-là, quoi. Bon, bref, on en parlera tout à l'heure. Ouais. Euh, donc, on va commencer à parler prévention. Prévention des blessures. Je disais que c'était l'aspect numéro un de la prépa physique. Moi, j'ai un souvenir du prépa physique d'Ocean Ozen à Michael Simon, qui était venu faire une colloque technique à Angers. Mm. Et c'est vrai que ça m'avait marqué parce qu'il était venu et puis il nous avait dit le truc le plus important en prépa physique, on est là pour éviter que le mec il se blesse, quoi. Et c'est vrai que c'est hyper important parce que des fois on voit des choses où on y va un peu comme des bourrins, quoi, alors que justement l'objectif c'est le mec qui se blesse pas pendant sa pratique Mm. pongiste, quoi. Donc faut aller au maximum au plus près de la pratique, de comment est-ce que la pratique elle s'exécute pour trouver des exercices qui travaillent vraiment les muscles qui sont travaillés dans le ping et c'est pas Mm. si facile. C'est pas si facile que ça. Et voilà, y aller doucement, progressivement. Et le but, c'est pas d'y aller comme un bourrin, quoi. Non, bah, c'est sûr que tu peux avoir toutes les qualités physiques du monde.
si tu es blessé, elles te servent à rien. Donc, Ouais. maintenant, voilà, l'objectif du préparateur physique, entre autres, et de l'entraîneur, ça va être de tout le temps essayer d'être le plus proche possible de cette blessure, mais sans l'atteindre. Et c'est vraiment trouver le juste milieu entre voilà, travailler un maximum, mais sans atteindre ce pic de blessure, quoi. Ouais, C'est c'est pas ça. évident. Loin de là. Faut être proche du 100% du sportif pour qu'il y ait une adaptation physiologique musculaire sans la dépasser, quoi. Et c'est pour ça aussi qu'il faut une très très bonne connaissance du corps humain, de comment il fonctionne, etc. Parce que quand tu joues avec la santé des gens, faut pas faire n'importe quoi, quoi. C'est sûr. D'ailleurs, il y a un nom pour ça. La prépa physique, elle a un aspect Prophylaxique? prophylaxique, exactement. Et voilà, c'était le premier point qu'on voulait aborder avec vous. Alors, comment est-ce qu'on fait, Gauthier, pour avoir une pratique en prépa physique qui est le plus prophylaxique possible? Là, je sais que, parce qu'on a sondé un petit peu ton audience, et il y avait une question de mobilité qui ressortait un petit peu du lot, donc on va commencer par ça. Donc la mobilité, déjà, c'est quoi? C'est la capacité à nos tissus musculaires et tendineux à atteindre une certaine amplitude, en fait. Donc déjà, mobilité, c'est vraiment, faut rester sur les mouvements actifs. Par exemple, c'est pas parce que vous savez faire un grand écart que vous êtes mobile. Et Mobile. Exactement. Il y a cet aspect, pour compléter, de souplesse plus force. C'est vraiment, mm, tu es souple, et en même temps, tu es capable de générer de la force, quoi, dans des mouvements à grandes amplitudes. voilà, c'est ça, exactement. Et, et du coup, un manque de mobilité peut provoquer des blessures, parce qu'un manque de mobilité peut créer des compensations dans le corps, des problèmes de posture qui peuvent engendrer, par exemple, un problème de mobilité de hanche peut engendrer des problèmes de posture au niveau du dos, par exemple, et créer des blessures. Et en fait, ce qui est intéressant avec la mobilité, c'est que c'est quelque chose, selon moi, de très important et qu'on met peu en application, notamment dans les entraînements. Euh, Ça peut être une petite routine à adapter avant l'entraînement, par exemple. Euh, et voilà. Et en fait, pour revenir déjà aux aspects quand on ne fait pas de mobilité, euh, un manque d'amplitude, voilà, c'est égal aux blessures. Et du coup, voilà, pour taffer les mobilités, ça va être des petites routines à faire en un échauffement, par exemple. Euh, Ça peut être avec résistance, avec élastique, avec des poids. Moi, je conseille généralement d'utiliser la résistance pour faire des exercices de mobilité. Ouais. Très, très pratique parce que c'est vrai qu'on utilise souvent, par exemple, des étirements passifs, ce genre de choses-là, mais l'idée, c'est pas que vous Mm, deveniez un chewing-gum, un truc de pâte à modeler, quoi. Faut être capable de générer de la mm, force dans des amplitudes qui sont grandes. Et en plus, pour compléter ça, c'est vrai que souvent au ping, en fait, les blessures, elles interviennent pas forcément sur de la répétition d'un même coup, mais à un moment donné, la balle, elle va pas être exactement au même endroit. Tu vas forcer un mm. peu plus, tu vas peut-être jouer sur des angles d'amplitude que tu n'as pas l'habitude, mais tu vas quand même essayer d'être dans une intensité qui est forte. Et c'est là où tu as de grandes chances de te blesser. Donc, avoir une bonne mobilité, une bonne amplitude, Mm. même si au ping, tu joues sur des amplitudes de mouvement qui ne sont pas forcément très grandes, forcément, à un moment donné, on le voit, des fois, il y a une compétition et puis il y a des arrêts sur image, tu vois des joueurs dans des positions incroyables, Mm. où ils vont aller chercher des balles, où ils font n'importe quoi. Et, et ils le font à grande intensité. Et heureusement qu'ils sont souples et heureusement qu'ils ont une capacité de gainage aussi, on en parlera tout à l'heure, qui est hyper élevée, quoi. Ça leur Mm. permet d'aller chercher des balles intéressantes sans forcément se blesser. Mm. Et puis en fait, le corps est intelligent, c'est-à-dire qu'il va s'adapter au stress qu'on implique sur lui. Donc, si on fait jamais de mobilité, c'est sûr que progressivement, elle va diminuer en fait. Si on n'en fait pas, ça va diminuer C'est au ça. fur et à mesure. Et pour revenir un peu en prépa physique, parce que c'est le domaine où je me sens le plus à l'aise, la mobilité, ça va jouer aussi sur les exercices de préparation physique pour mieux les effectuer. Pour prendre des exemples vraiment concrets, par exemple, si tu as un manque de mobilité, j'en sais rien, moi, aux ischio, ça peut jouer sur ton soulevé de terre ou un manque de mobilité des chevilles, des hanches peut jouer sur la posture de ton squat. Et Exactement. C'est vrai qu'on parle beaucoup de la mobilité des chevilles pour le squat. on- Qu'il manque de mobilité au niveau des chevilles, au niveau du squat, ça peut totalement t'empêcher de descendre. Alors tu vas compenser avec vraiment des genoux en avant, puis ça va ressembler à des flexions, quoi. Mais voilà, exactement. Et avec pour cet donner, aspect mobilité, il est aussi important.
pour donner une petite astuce pour ceux qui font faire des squats à leurs joueurs, n'hésitez pas à surélever leurs talons s'ils ont un problème de mobilité. Ça Et va moi, pouvoir je donne compenser un un petit nom peu. à ça. Mm, En plus, ce que je trouve top avec ça, c'est que comme tu peux surélever un peu les talons, mm. bah, du coup, tu te rapproches vachement de l'activité pongiste. Et Alors, ben tu descends. exactement. Mm. Pas- Tu vas pas descendre autant qu'un squat, parce que là, ok, tu peux potentiellement te blesser, mais tu peux faire des quarts de squat avec talons légèrement décollés, faire des répètes comme ça. Tu te rapproches de l'activité pongiste. Euh, tu as une mise en activation qui est largement plus focalisée au niveau des quadriceps. Mm. C'est top, et moi j'appelle ça des squats ballerines. Je sais plus où j'avais vu ça, sur quel site, et il avait donné le nom de squat ballerine, je trouvais ça marrant, donc maintenant, c'est vrai que des fois je dis bon, alors, on va faire quelques répètes de squat ballerine, quoi. Mais c'est vrai que du coup, bah, je fais quasiment plus de squat normal. Et pourtant, on peut en discuter aussi, c'est tellement t'entends des préparateurs physiques ou des profs qui te disent surtout pas décoller les talons, surtout pas avancer les genoux devant, euh, surtout pas mettre les genoux devant la pointe de pied, Ouais, etc. je suis pas trop d'accord là-dessus, mais À relativiser, quoi. ouais. Après, voilà, moi les poids sous les talons, je les mets que si vraiment l'athlète a des problèmes de mobilité. Sinon, s'il n'y en a pas besoin, pourquoi pas. Et Ouais. après, les genoux devant les pieds, moi, je m'en préoccupe pas tant que ça. Pourquoi? Parce que selon moi, c'est vraiment de la morpho-anatomie, ce qu'on appelle ça. C'est si par exemple ton joueur, bon, c'est dur à définir comme ça, mais si par exemple il a des fémurs très très longs, ses genoux seront obligés d'aller devant le pied. Et du coup, bon, ça, il y en a beaucoup qui disent qu'il faut éviter de mettre les genoux devant les pieds, mais au final, c'est à relativiser et adapter selon le joueur souvent. C'est ça. Et puis, comme on l'a dit tout à l'heure, si vous voulez progresser, vous préparer un maximum, soit pour prévenir les blessures ou améliorer des qualités physiques, vous allez devoir vous rapprocher de l'activité pongiste. Mm. Et moi, je peux vous retrouver des images des joueurs quand ils sont en position d'attente ping, ils sont pas en position de squat, quoi. Ils sont en position de flexion. Ils ont les genoux qui sont devant. Parfois, ils sont aussi très bas sur les jambes. Donc, c'est aussi un moyen de s'entraîner, voilà, à être proche de l'activité. Euh, Bah, du coup, en fait, on envoie un peu sur le deuxième sujet qui est l'amplitude, en fait, directement sur cet aspect mobilité-là. Toi, tu dirais qu'il y a quoi comme articulation où c'est vraiment important au ping d'avoir une bonne amplitude de mouvement? Tu as parlé des hanches tout à l'heure? Ouais, les hanches, je pense que c'est vraiment l'articulation phare, tous les muscles autour de la hanche. De toute façon, ça se voit hein, dès qu'à haut niveau, il y a beaucoup de problèmes de hanches. Après, Ouais. j'aurais. Bah, il y a combien de joueurs ont des prothèses? Ball, Michael Non, Mays, non, il y en a énormément. Christophe Legout, Mm. beaucoup, beaucoup de prothèses de hanche. Ah non, c'est sûr. Et bon, sinon, j'aurais tendance à dire ouais, la cheville, l'épaule à la rigueur, l'épaule. Et voilà, Ouais. les principaux. Euh, oui, je voulais ajouter un truc qui me semblait intéressant, c'est que là, on parle beaucoup sportif de haut niveau, mais pour quelqu'un de lambda, en fait, c'est d'autant plus important. Parce qu'encore, un sportif de haut niveau, bah, il a fait du sport toute sa vie. Il est relativement fort. Il n'est pas forcément très, très mobile, mais il est relativement fort. Euh, et alors qu'un mec lambda qui travaille ou qui fait ses études et qui va faire son ping-pong, potentiellement, il reste assis 5, 6, 7 heures par jour. Et évidemment, son corps, il s'adapte à cette posture assise qu'on sait qui est très, très mauvaise. Et c'est pour ça que c'est aussi intéressant, pourquoi pas, de faire des exos de mobilité, d'étirements, de proprio aussi, hein, évidemment. On en parlera aussi. Bah, pour que ce mec qui a l'habitude de rester quasiment toute sa journée assis ou allongé, à faire différents mouvements, à s'étendre, à devenir plus mobile par ce biais-là, quoi. Mm. Ah, mais de toute façon, ça c'est sûr, il ne faut pas se limiter que à la pratique du tennis de table. Il faut voir ça vraiment dans sa globalité et les bénéfices que vous pouvez avoir ensuite au quotidien, en fait. Ouais, ça va être moins de blessures, ça va être meilleur pour la santé. Comme vous allez repousser vos qualités physiques, vous allez devenir plus endurant, plus explosif, plus fort. Et bah, quand vous aurez 60-70 ans, au lieu d'être
d'être une larve, bah, vous allez être beaucoup plus fort, quoi. Et vous pouvez aller vachement loin. Enfin, c'est pas parce que vous avez 40 ou 50 ans que vous pouvez pas commencer maintenant à faire des trucs. Moi, je vois des histoires de gens qui courent des marathons à je sais pas quel âge, quoi. Genre à 60, 70 ans, ils courent, ils courent, ils courent. Ils sont forts, ils sont souples, ils sont secs, ils sont Mhm. en forme. Même mentale. Ça a une répercussion après sur la santé mentale des athlètes, quoi. Mhm. Non, mais c'est sûr, de toute façon, il n'y a jamais de. Faut pas hésiter, il y a pas de meilleur moment, quoi. Faut le faire. Faut arrêter de procrastiner, faut le faire. Et pour donner une petite dernière technique vraiment concrète pour travailler la mobilité, ça n'a jamais été prouvé, il me semble, scientifiquement, mais en termes de ressenti, je peux vous l'affirmer, c'est les automassages, les massages à faire avant l'échauffement, enfin pendant l'échauffement, avant la séance, que ce soit avec une balle de tennis ou un rouleau, ça coûte 3 fois rien. Et pour le coup, on ressent vraiment la différence avant et après les massages en termes de mobilité. Donc. Et c'est marrant que tu en parles parce que nous, à Angers, quand il y a les pros qui viennent s'entraîner, bah, ils arrivent avec leurs petits élastiques, leurs petits rouleaux, leurs petites balles de massage. Et c'est vrai qu'ils se massent pas après, ils se massent avant aussi. Et ça vient après en corrélation avec une étude que j'avais vue. Ils avaient fait ça sur des joueurs de rugby. Et ils avaient vu justement, ils avaient étudié la mobilité et le fait que le joueur il soit vraiment échauffé avec ou sans automassage. Et bah, avec automassage, effectivement, ils étaient plus souples, ils étaient plus échauffés. Il y avait moins de sensations de douleur aussi pendant la pratique. Mm. Et ça n'a pas besoin de durer hyper longtemps, hein. Ça peut durer 3 minutes, hein. Ça peut être une routine Mm. assez courte sur des muscles spécifiques. Non, c'est sûr. À 3 minutes, ça sera mieux que zéro déjà. Ça, le mieux après. J'avais entendu un truc de 2 minutes par groupe musculaire. Euh, J'avais entendu ça. Après, peut durer longtemps. Ouais. Ok. Est-ce que Je te tu vois autre comprends? chose à dire là-dessus? Non, bah, c'est déjà pas mal. Après, c'est vrai qu'on n'a pas vraiment donné d'exercice concret. Bon, là, c'est un peu compliqué à l'oral comme ça, mais après, s'il y en a qui en veulent, n'hésitez pas à nous contacter, hein. C'est un peu Ouais, carrément. Je sur la pense mobilité. que Je pense qu'on a fait le tour. on pourra filmer quelques petites routines. On pourra Bien sûr. filmer quelques petits trucs, moi, Gauthier, et que j'ajouterai sur la chaîne, hein. Mm. Ça peut être pertinent. Donc, Vraiment. n'hésitez pas à nous demander, à nous envoyer des messages. D'ailleurs, à la fin de cette vidéo, je vous donnerai un lien. Si vous voulez faire un peu de prépa physique avec Gauthier, bah, il sera là. Il vous proposera ses services avec plaisir, quoi. Euh, donc voilà, est-ce qu'on passe sur l'explosivité? Ouais, vas-y, vas-y. Alors, quand je vous ai envoyé le sondage pour savoir quels étaient les thèmes les plus attendus pour vous, vous vouliez le plus d'informations, c'est l'explosivité qui arrive en premier. Et je peux comprendre parce que c'est vrai que l'explosivité, c'est peut-être la qualité physique qui est le plus visible chez les joueurs. Le fait de passer de cet état d'immobilité, d'inertie à sa vitesse max en un minimum de temps. Pour donner la comparaison, c'est comme si vous aviez une voiture et vous étiez capable de passer de 0 à 100 en 2 secondes. Bah, vous êtes plus explosif que la voiture qui passe de 0 à 100 en 10 secondes, quoi. Et donc, c'est une qualité physique extrêmement importante au ping parce qu'on est toujours dans une position où on bouge pas, ou du moins on rebondit, mais on fait quand même un peu du surplace. Il y a des techniques justement de reprise d'appui pour jamais être dans une totale immobilité, mais il faut être hyper explosif pour aller chercher des balles. Ce qui est hyper difficile peut-être par rapport au tennis ou à d'autres sports de raquettes, c'est que comme on a très peu de temps pour voir où la balle arrive et pour prendre l'information, en fait, ça demande des qualités de déplacement qui sont encore plus importantes, quoi. Euh, et puis, il y a un truc dont on avait envie de parler, surtout sur l'explosivité, c'était comment la travailler. Parce que c'est vrai on voit des petites erreurs euh, sur l'utilisation de l'explosivité, où on voit par exemple des gens qui vont faire des circuits training ou
ils vont faire 14 sauts de haie d'affilée, ils vont enchaîner avec un sprint et puis une largeur de terrain en pas chassé, puis ils reviennent, ouais, j'ai travaillé ma vitesse, mon explosivité et tout. Et on va voir que c'est pas forcément vrai. Et puis on va vous donner aussi la bonne méthode pour travailler l'explosivité. Est-ce que tu avais déjà vu ça, toi, des formes de circuit training avec des gens qui pensent travailler l'explosivité ou la vitesse, mais en fait, ils sont pas du tout dans la Ouais, bah après, les circuits bonne training, base de travail, quoi. c'est à la mode et c'est pratique, en fait. Parce que, bon, bah, C'est ça. tu peux travailler plein de choses, enfin, travailler, entre guillemets, plein de choses en très peu de temps, mais en fait, ton travail n'est pas optimal. Tu travailles plein de choses un tout petit peu, on va dire, voire des fois, c'est pas très pertinent non plus, mais bah oui, oui, je l'ai déjà vu. Mais après, est-ce que c'est voulu ou si c'est par défaut, par manque de temps? Ça, je Ouais. sais. Ouais, c'est vrai que moi, souvent, quand j'ai des créneaux collectifs, je fais des circuits training. Mais je sais très bien quand je fais mon circuit training que je travaille pas à l'explosivité, quoi. Je vais travailler leur endurance spécifique. On peut plus l'appeler comme ça sur un travail intermittent. Avec, en fonction des exercices, un peu de travail de force, un peu de ça, un peu de ça, un peu de ça, un peu de ça. Et au final, ça fait qu'on a travaillé un peu d'eux avec une amélioration qui est très globale, mais qui est pas spécifique. Mais encore une fois, ça dépend des objectifs. Mais c'est pour ça que en prépa physique, c'est hyper important d'avoir un objectif, quoi. C'est quoi ton objectif? Tu peux t'entraîner combien de fois par semaine et à partir de ce moment-là, tu dessines une trame et puis tu décides de ce que tu vas faire, quoi. Pour parler un peu d'explosivité, du coup, si les circuits training ça marche à moyen ou c'est pas ce qui est le mieux c'est quoi? Le mieux c'est de travailler soit sur des charges qui sont extrêmement lourdes, la force max, on appelle ça. C'est-à-dire à mettre une charge où vous pouvez faire que 2, 3 répétitions. Mais ça un peu, en fait, ça regroupe un peu ta pratique à toi, que je connais pas trop, mais Mm. et que quand tu dis voilà, ouais, je travaille sur des où j'essaye de mettre la maximum de force, mais sur des répètes qui sont assez courtes, en fait, c'est du travail de force max, quoi. Ah non, c'est ça, Euh, complètement. et puis la deuxième méthode pour travailler l'explosivité, et puis après, on va vous expliquer pourquoi ces deux méthodes qui ont l'air si différentes, en fait, elles se rapprochent, c'est de travailler à la réalisation du vitesse max. C'est-à-dire tu mets le moins de charge possible, vraiment très peu de charge, mais la vitesse d'exécution, elle est maximum. Tu essaies vraiment d'aller le plus vite possible. Et donc la question que j'ai envie de poser à Gauthier, c'est en quoi ces deux formes de travail qui sont si différentes, et bien au final, elles travaillent toutes les deux l'explosivité. Bah, en fait, j'ai bien aimé le petit exemple de la voiture. En gros, bah ouais, en fait, non, mais c'est ça, je l'aimais bien parce que l'explosivité, c'est aller jusqu'à sa force max le plus rapidement possible. Donc, si notre force max elle est faible, bah, c'est un des facteurs qui va jouer sur l'explosivité. Donc, il faut l'augmenter, mais il faut augmenter aussi la vitesse. Donc, c'est les deux points clés de l'explosivité. Donc, c'est les deux points à travailler. Ouais. Ouais. Et puis, si on rentre même physiologiquement dans le détail, euh, c'est en fait pour améliorer votre force, à chaque fois vous avez deux possibilités. Soit vous augmentez la taille du muscle, soit vous augmentez le nombre de fibres de ce même muscle qui vont s'activer en même temps. Et en fait, quand vous travaillez soit à vitesse max, soit à force max, vous, vous travaillez à chaque fois sur, par exemple, imaginons, je sais pas, dans mes jambes, j'ai 100 fibres musculaires. Je vais vulgariser au maximum. J'ai 100 fibres musculaires. Et bien, si je travaille à vitesse max, j'essaie d'aller le plus vite possible, ça veut dire que, euh, en fait, sur ces 100 fibres, là, je suis capable d'en recruter que 60 en même temps. Eh bien, je vais travailler pour en recruter 70 en même temps, mais pour une même taille de muscle. C'est pour ça que des fois, on voit un peu sur YouTube des combats bodybuilder vs bras de fer. C'est en fait le mec, ok, il a un bras qui est 2 fois plus gros, sauf qu'il recrute 40% de ses fibres en même temps, alors que le mec, il a un bras qui est beaucoup plus fin. Par contre, il a travaillé en force max, et le mec, il est capable de recruter en même temps 80 fibres sur 100, quoi. Et c'est ça au final. Du coup, il est capable de recruter plus de fibres
que le mec qui est à côté. Et quand vous travaillez avec une charge qui est hyper lourde, ben c'est pareil en fait. Vous êtes obligé de recruter le plus de pourcentage de vos fibres. Donc imaginons vous en avez 100, et bien vous mettez une grosse charge. Pareil, vous allez travailler de là je recrute 70 fibres. Et bien pour une même taille de muscle, je vais essayer d'en recruter 80. Parce que le problème, c'est que si, au lieu d'augmenter votre force, au lieu d'augmenter le fait de recruter un maximum de fibres en même temps, vous êtes plutôt dans bah ok, je vais toujours en recruter 70%, mais au lieu d'en avoir 100, je vais en avoir 110. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez devenir de plus en plus lourd en fait. Et plus vous êtes lourd, bah, plus c'est moins vous allez être rapide parce que vous avez une plus grande charge à déplacer, moins vous allez être fort. Et c'est pour ça d'ailleurs que souvent, les mecs qui sont très très baraques, ils sont pas du tout endurants, quoi. Ils sont tellement lourds, hyper durs. Euh, Est-ce que tu aurais des trucs à redire, toi, par rapport à ça? Bah, juste peut-être expliquer un peu comment travailler pour essayer de donner des choses les plus concrètes possibles. Ouais. Là, j'ai pas parlé, tu vas pouvoir en parler et du temps de récupération entre les séries. Ouais, j'allais en parler. Important. Mais bon, travail de force max à la salle de ping, ça va être toujours un peu délicat. Parce que force max, faut de la charge. Ça m'étonnerait que dans toutes les salles, vous pouvez trouver une salle de muscu tout simplement avec des poids. Donc ça, c'est pas toujours facile. Mais par contre, le travail de vitesse max, là, il est tout de suite plus abordable. Donc la vitesse max, faut pas partir sur des séries d'une minute, 1 minute 30. Faut vraiment partir sur des choses hyper courtes, 10 secondes max, grand maximum. Et pour le temps de récup, pareil. C'est pas parce que l'effort il dure que 10 secondes qu'il faut prendre un temps de récup de 20-30 secondes. Non, n'hésitez pas. Moi, j'aime bien dire pour le travail de vitesse max qu'il faut prendre la durée d'effort x 10 pour le temps de récup. Donc, si par exemple vous avez un effort de 5 secondes, et ben, vous prenez 50 secondes de récup avant de refaire une autre série, quoi. Et puis vous pouvez avoir un bon indicateur, c'est que si vous voyez que lors de votre deuxième répétition, de votre deuxième série, vos performances de vitesse commencent à baisser, bah, c'est qu'il va falloir reprendre de la récupération parce que si vous faites votre exercice de vitesse max et que sur votre répétition, bah, vous voyez que vos performances, votre temps est en train de baisser, eh bien, c'est tout simplement que là, à partir de ce moment-là, vous n'allez pas travailler votre vitesse max. Vous allez travailler sur le fait de maintenir votre vitesse, une vitesse moyenne le plus longtemps possible. Et du coup, on n'est plus sur le même type d'entraînement, quoi. Mm. Donc voilà, toujours garder un temps qui est proche. Et si vous voyez que vos performances baissent, bah, reprenez plus de récup. Ou arrêtez la séance, quoi. Peut-être que c'est aussi que vous avez fait votre max pour la séance. Les séances de vitesse, c'est pas des séances qui sont très très longues, hein. Non. C'est ça qui est un peu chiant. Les gens, ils aiment pas trop travailler la vitesse souvent parce que bah, ils ont l'impression, ils finissent leur séance qu'ils Mm. sont pas vraiment fatigués, quoi. Bah, on a tendance à penser qu'en faire plus est forcément égal à mieux, mais en fait, c'est pas forcément le cas. Moi, c'est une phrase que j'utilise beaucoup avec les gars Ouais. que je suis. En faire plus n'est pas forcément égal à mieux. À chaque fois, ils me disent c'est tout, on arrête là, on arrête là. Bah, pas besoin de faire plus. Et, voilà. Ouais, c'est clair. Puis des fois, je vais faire part d'un truc là récent qui m'est arrivé, c'est que j'étais en train de travailler sur une faiblesse musculaire. Je travaille et puis je sens pas du tout la douleur. Je suis en forme. Alors, je continue. Le lendemain, euh, j'étais paralysé du dos, du cou, je pouvais plus bouger. Je Mm, fais putain, j'en ai fait beaucoup trop. J'en ai mm, fait beaucoup trop. Alors qu'au final, j'aurais dû finir ma séance et faire, bah, je ressens rien, mais ok, j'ai travaillé et puis demain, on va voir les résultats, quoi. Puis j'aurais eu un peu mal, mais ça aurait été supportable et voilà. mm. Euh, et puis en plus, j'ai envie de vous parler d'un schéma que j'avais vu lorsque j'avais fait une conférence sur la prépa mentale. Et le préparateur mental qui nous faisait la présentation, il avait une image que je trouvais qui était énorme. Il faut vraiment imaginer un pendule qui fait ça. Et en fait, quand tu vas d'un côté du pendule, c'est quand tu es dans la très très haute intensité. Et de l'autre côté du pendule, c'est tout l'inverse, c'est la très très haute récupération. Et Mm. en fait, il dit, si tu veux aller dans la très très haute intensité,
il faut que ton pendule il puisse aller dans la très très haute récupération. Et après, il y a un travail de vitesse où tu vas récupérer, tu vas aller très très haut. Alors si tu fais ça, tu descends et tu récupères pas, qu'est-ce qui se passe? Tu remonteras jamais jusqu'en haut. Tu feras. Et au bout d'un moment, tu resteras là. Tu continueras à faire des exos qui veulent t'emmener là et tu finiras par te blesser. Mais ça, on pourra en parler Mm. dans l'aspect récupération, quoi. Mm. Euh, Bah voilà, est-ce qu'on a fait le tour là au niveau de l'exclusivité de ce qu'on voulait dire? Donc travailler soit sur la vitesse d'exécution, soit sur une charge qui est très très grande dans le but d'obtenir une activation maximale de vos fibres en même temps. C'est ça qui est vraiment important. Quand vous travaillez en endurance, vos fibres, vous allez en utiliser 20, et puis après 20 autres, puis après 20 autres. Comme ça laisse le temps aux 20 premières de récupérer. Et puis il y a comme ça voilà, un travail d'endurance, quoi. Alors que nous, on veut les activer en même temps. On veut pas forcément avoir des muscles gros. D'ailleurs, on voit au ping, ils ont pas, quand tu vois leurs bras, à part les Chinois qui ont des cuisses qui sont énormes, sinon, bah, ils sont secs, mais ils sont pas énormes. Et bien voilà. Ouais. Est-ce qu'on passerait pas à ton domaine de prédilection là? Bah, on peut, proprioception, ouais, ça nous Ouais. a été demandé aussi. Gauthier va vous parler de proprioception. Une proprioception, ouais. Donc, déjà, on va commencer par faire de la proprio sur surface instable, parce que c'est quelque chose qu'on voit énormément. Et est-ce que c'est si efficace que ça? Je ne sais pas. Et là, on va en parler un petit peu. On va émettre un petit peu des hypothèses. Donc, quand je dis proprio sur surface instable, c'est par exemple, travailler la proprio de la cheville sur les lentilles de proprio, sur des Bosu, Ouais, ouais, c'est ça. des, Les grosses boules bleues là, vous voyez des fois dans la salle. des accessoires comme ça. Voilà. Déjà, qu'est-ce que c'est que la proprioception? En fait, la proprio, c'est quand notre système nerveux il reçoit des informations qui sont envoyées par des capteurs dans le corps pour maintenir le contrôle moteur. Et en gros, ça permet de connaître sa position dans l'espace sans forcément se voir. Et moi, il y a une question que je me pose, c'est pourquoi travailler une instabilité sur une surface instable? Donc déjà que sur une surface stable, on a du mal à être stable, justement. Pourquoi rajouter encore plus une difficulté? En plus, d'un point de vue physiologique, le corps, quand il est sur une surface instable, il a peur. Il est dans une situation il ne se sent pas en sécurité. Il n'est pas dans une position de confiance. Donc, le système nerveux, il va se mettre en veille. Et tout ça, en fait, ça va provoquer une activation musculaire qui ne va pas être optimale. Et en fait, ça ne va pas être les muscles principaux qui vont être utilisés, mais ça va être voilà, d'autres muscles. Les tâches vont être réparties. Est-ce que c'est ce qu'on recherche? Je ne pense pas. Par exemple, quand je vois, j'ai déjà vu ça, des entraîneurs, je n'ai plus, d'exemples précis en tête, mais des entraîneurs, par exemple, qui mettent deux lentilles sous les pieds des joueurs pour jouer au ping. Je pense que ça a pas, c'est pas très pertinent. Encore si, par exemple, votre athlète il faisait du beach volley, à la rigueur, pourquoi pas? Parce que là, pour le coup, le sol, il est instable. Mais au ping, on joue tout le temps sur surface stable. Donc, je vois pas vraiment l'utilité. Et en plus, voilà, les muscles qu'on sollicite ne vont pas être les mêmes et ça peut aussi jouer sur la posture. Un autre point aussi, qui me semble important pour essayer de démontrer un peu, peut-être, hein, la pertinence de l'exercice, c'est d'un point de vue plutôt physique. Pour rebondir, pour être actif sur les appuis, il va falloir utiliser la force que l'on met au sol pour justement rebondir et se déplacer efficacement. Or, cette surface instable inhibe justement cette force que l'on met au sol. Donc là, il y a aussi il y a un problème, il y a un truc qui ne va pas. Donc est-ce que c'est réellement utile? Mon avis est que non, que ça ne sert à rien de travailler sur surface instable. Enfin, du moins, ce n'est pas optimal pour travailler la proprio. Et par contre, le travail d'instabilité est intéressant.
et il va être utile. Mais est-ce qu'on doit le mettre sous les pieds au niveau du sol? Je ne sais pas. Enfin, je ne pense pas. Ouais, c'est tout à fait juste. C'est la différence entre travailler avec une charge stable, qui est notre corps sur une surface instable, ou travailler avec une charge qui est instable, donc qui est notre corps, plus une charge qu'on va disposer, on pourra Mm. peut-être en parler un petit peu, sur une charge stable. Et du coup, là, on est sur un travail qui est plus intéressant. Et Ouais, c'est ça. si on le voit partout, vous êtes en droit de vous demander, mais si on le voit partout, dans toutes les salles, machin, ben, c'est que ça sert à quelque chose. Mais ça, c'est aussi beaucoup le problème, selon moi, les prépas physiques qui veulent copier ce que font les kinésithérapeutes sans comprendre pourquoi est-ce que les kinésithérapeutes ils font ça. C'est que ça, c'est vraiment euh, du travail qui vient de la kinésithérapie, du milieu médical, quand ils travaillent en rééducation sur des chevilles blessées, etc. Et qui veulent permettre à cette dite cheville de retrouver de la mobilité, de l'amplitude, etc. Et ok, c'est bien sur des sportifs blessés qu'on besoin de se rééduquer. Est-ce que c'est bien de l'utiliser en but de prévention des blessures pour un sportif qui est en pleine forme, qui a tout son potentiel de force, qu'on aimerait justement améliorer ou qu'on aimerait travailler dans ses amplitudes? Bah voilà quoi. Toujours, et c'est ça qui est difficile aussi parfois, c'est que quand on veut copier des pratiques, sans retourner à la source de pourquoi est-ce qu'ils font ça, bah, on peut arriver à des trucs peut-être un peu approximatifs, quoi. Non, mais je pense aussi que généralement, le point de vue, et c'est ce que je faisais avant aussi, hein, mais le truc, c'est que voilà, on voit qu'on utilise des objets, on pense que c'est ludique, en plus que c'est efficace, que nos jeunes, ils vont aimer faire ce genre Ouais, d'exercice. Mais après, faut savoir ce qu'on recherche, quoi. Est-ce qu'on recherche la performance ou la santé de notre joueur, ou est-ce qu'on recherche à l'amuser ou à faire un exercice ludique, quoi. exactement. Mais du coup, pour donner parce que là, du coup, on dit ce qu'il faut pas faire, mais on dit pas ce qu'il faut faire. Donc, c'est un C'est peu vrai. dommage. Je trouve que c'est choisir la facilité. Mais par exemple, on en avait déjà parlé des élastiques. Mais par exemple, Ouais, l'utilisation d'élastiques peut être une excellente manière de créer un déséquilibre. Par exemple, vous êtes en binôme. Là, votre joueur, il joue au ping ou il fait des déplacements de ping. Vous lui mettez un élastique autour de la taille. L'autre tient l'autre bout de l'élastique et voilà, va essayer de lui mettre une certaine tension pour justement essayer de créer un déséquilibre. Ça peut être aussi avec des charges. Après, voilà, cette notion de déséquilibre peut être provoquée de plusieurs façons, parce qu'il y en a une mieux que les autres, je pense pas. Mais, euh, mais voilà. ouais. C'est vrai que travailler avec élastique, moi je le fais beaucoup. Mm. Euh, je vais demander à un joueur, je vais accrocher un élastique. En fait, souvent je mets une ceinture au joueur qui est en train de jouer. Je lui mets une ceinture. Parce que en fait, j'ai remarqué que quand tu mets l'élastique autour de la taille du mec, Mm. souvent tu pousses derrière, ça lui compresse le vide. Euh, du coup, je le fais un petit peu moins. Du coup, j'accroche une ceinture maintenant Ça le force à et gagner. j'accroche l'élastique à la ceinture. Mm. Ouais. Et après, je mets un mec derrière qui va pousser. Et pour faire travailler le mec qui est derrière, je lui dis, tu te mets en position squat et tu dois tenir comme ça. Et du coup, il y a les deux mecs qui travaillent. Il y a le mec à la fois Mm. qui est en position basse, là, en position squat et qui tient l'élastique. Et qui lui aussi va être en instabilité parce que bah, la charge du mec qui est en train de jouer, il est en train de bouger. Donc sa charge, elle Mm. bouge. Donc le mec qui est stable en squat, bah, il va être dans une position compliquée. Et le mec qui travaille, Mm. eh bien, il a une charge supplémentaire. Et moi, je fais des paniers marrants où je fais des paniers de balles. Le mec, il est tiré vers l'arrière. Et quand je lui enlève l'élastique, je lui envoie la balle et le mec, il est projeté vers l'avant, quoi. Comme il a eu une Mm. charge en fait qui le poussait vers l'arrière et qu'il a activé des muscles pour aller bah, en opposition à cette charge arrière pour aller vers l'avant, t'enlèves la charge arrière, le corps il n'a pas tout de suite compris et le mec il joue et il se retrouve sur la table, quoi. Mais vraiment c'est hyper flagrant. Pour les fois où je l'ai fait, je me suis dit énorme, top. Non, c'est sûr, c'est hyper pertinent ça comme exercice. Et puis
Il y a plein d'autres trucs qui sont possibles de faire pour travailler, même pas forcément avec des élastiques, mais avec des kettlebells, des haltères Mhm. que vous allez accrocher à différents endroits. Moi, je me souviens d'un exo, par exemple, où le mec, il était en train de marcher. Enfin, il marchait droit devant, il faisait des lignes droites, demi-tour et il revenait. Et en fait, il avait les bras en l'air comme ça et il tenait un balai ou une barre, en fait. Il tenait une barre. Et à cette barre-là, il y avait une haltère, en fait. Ce qui fait que normalement, il aurait dû être penché comme ça. Il aurait dû être emmené par l'haltère qui était accrochée à ce balai ou à cette barre. Mhm. Sauf qu'il devait obligatoirement rester droit. Du coup, là, il travaillait à être gainé, à être stable, alors qu'il avait une charge qui était en train de le pousser d'un côté. Et ça, c'est le genre d'exo voilà, qui est assez intéressant, je pense, à travailler. Et du coup, c'est du gainage, mais on s'éloigne un peu de cet aspect. Je fais la planche et je la tiens pendant 2 minutes, 3 minutes. Et là, je travaille mon gainage vraiment et j'essaie de me rapprocher de l'activité pongiste en mettant des charges qui vont me bouger, qui vont me déplacer par rapport à l'activité pongiste, quoi. Donc, en essayant d'aller plus vers l'avant, etc. Sur cet aspect proprio, tu avais aussi parlé de reconnaître son corps dans l'espace. Euh, Mhm. et du coup, ça, de travailler avec des charges instables, ça permet de reconnaître plus facilement son corps dans l'espace, de comprendre comment est-ce que je bouge ou est-ce qu'il y a des trucs en plus. Pour taffer sur cet aspect-là, je pense que par exemple, on peut faire des exercices avec les yeux fermés. Ouais. C'est un truc tout bête, mais dites à votre joueur, mettez-vous sur une jambe. Donc, c'est sûr que s'il garde les yeux ouverts, ça va être facile. Et après, vous leur dites fermez les yeux. Et là, tout de suite, ça va être beaucoup plus compliqué à tenir. Je pense que par exemple, faire ce style d'exercice, ça reste toujours plus pertinent que d'effectuer un exercice sur une lentille de proprio. Mm. Ouais. On est toujours en force, on est toujours dans une bonne activation de toutes les parties du corps au niveau des pieds, des jambes. Mais Ah, voilà, exactement. Ouais. Exactement. ouais, travailler les yeux fermés, c'est intéressant. C'est Je pourrais apprendre, même ajouter. Vas-y, vas-y. c'est vraiment apprendre à connaître sur quelle surface son pied est le plus stable en fait. Et Mm. dans plusieurs positions. En fait, c'est ça, hein, avoir une bonne proprio. Enfin, là, on est beaucoup sur la cheville. Mais voilà, c'est ça, c'est dans l'instabilité, savoir positionner son pied sur les bonnes parties pour vraiment, bah voilà, pas tomber, rester gainé, fixe, pour après enchaîner le coup. Mais voilà. Et ce ressenti de voilà, c'est telle partie de pied qui touche le sol, tu le perds avec la lentille. Mm. Et moi, c'est ce que je dis, hein. Souvent, je leur dis, bah voilà, fermez les yeux et imaginez-vous voilà, votre pied, sur quelle partie de votre pied vous êtes le plus fort? Parce que ça, c'est adapté. C'est différent pour tout le monde. Il y en a, ils seront plus sur l'avant du pied, l'autre sur l'extérieur, plus vers l'intérieur. Ça dépend. Ouais. En complément de ça, de travailler les yeux fermés, vous pouvez aussi travailler au ralenti. C'est-à-dire que vous faites votre geste, vous mimez par exemple votre top spin coup droit. Au lieu de le faire à vitesse réelle, vous essayez comme si vous étiez ralenti. Comme quand vous voulez mettre une vidéo YouTube, au lieu d'être à vitesse 1, bah, vous mettez à 0,25 et vous faites votre geste à 0,25 de vitesse. Et donc vous allez voir qu'en fait, en le faisant au ralenti, euh, que votre charge elle se déplace. Et peut-être même que vous allez comprendre en le faisant au ralenti que quand vous faites votre geste, en fait, vous êtes en train de déplacer votre poids du corps vers l'arrière et que petit à petit, votre poids du corps passe sur les talons, ce qui est imperceptible si vous le faites à vitesse réelle. Si vous le faites à vitesse réelle, vous allez enchaîner vos gestes et puis à un moment donné, vous allez partir en couille et vous n'allez pas comprendre pourquoi. Alors si vous le faites au ralenti, je pense que c'est aussi un très bon moyen de travailler votre proprio, votre comment est-ce que je suis dans l'espace et si en plus il y a un miroir, eh bien, vous pouvez très bien vous placer là où vous dire ok je suis bien, vous regardez et vous faites ah en fait mon bras il est pas du tout déplié, en fait mon épaule gauche je suis pas elle est pas assez devant, je suis pas du tout de profil comme je pensais que j'étais de profil. C'est ça qui est intéressant en fait, c'est de se dire est-ce que mon mouvement
que je pense juste et correct techniquement, il correspond à ma position réelle. Et des fois, on se rend compte que non. Quand tu dis à des gens de se mettre sur une jambe et tu sais, par exemple, de faire le T, Mm. et tu vois des gens, ils pensent que, en gros, le T, c'est quand vous avez votre jambe, là, c'est le crayon, et ça, c'est votre corps. Et tu vois des gens, souvent, ils sont comme ça, ou ils sont Mm, comme ça, ils font, ouais, t'inquiète, je suis parallèle au sol, là. mm. Et il n'y a pas un mec qui était parallèle au sol. Ouais, Et ouais. c'était marrant de voir ça. C'est un bon moyen de montrer, bah tiens, tu penses que tu es dans cette position-là, mais en fait, pas du tout. Mm. Si on a d'autres choses à rajouter par rapport à ça, sinon, je te laisse enchaîner là, sur la récupération. C'est vrai que c'est une question qu'on nous avait posée, ça, la Ouais. récup. Non, bah, sur la proprio, c'est bon. Après, nous, on est ouvert au débat, hein. S'il y en a qui sont pas d'accord, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message et on peut en discuter, hein, sur la proprio. Il n'y a vraiment pas de souci là-dessus. Et après, ouais, on peut passer en récup. La récup, c'est important. Quelque chose à dire, quand même. Je me lance sur la récup? Ouais, lance-toi sur la récup. Moi, j'avais déjà parlé du petit pendule, là. Ouais. Alors, Je croyais que c'était une image qui était pertinente. déjà, la récup, je pense qu'il est vraiment important de souligner, c'est qu'il y a trois piliers pour assurer une bonne récupération. L'alimentation, donc la nutrition, l'hydratation, qu'on peut mettre dans le même point, mais là on va les séparer, et le sommeil. Voilà, le sommeil. C'est vraiment à ces trois points, c'est au moins 85 voire 90% de la récupération. Euh, je vais vraiment essayer de vous donner des points concrets à mettre en application. Et déjà, donc dans cette partie, déjà on va peut-être parler des étirements. J'ai envie d'en parler parce que je pense que ça fait débat un petit peu. Les étirements en fin de séance, par exemple. Pour la récupération, ça va pas être ça va pas beaucoup jouer, hein. Ça va pas être très significatif comme résultat. À la rigueur, ça permet un retour au calme, Ouais. qui peut engendrer derrière une meilleure récupération. Mais est-ce que c'est optimal? Bon, je pense que l'intérêt est plutôt faible. Ouais, Euh, je pense aussi. bon, je pense que je vais commencer par le sommeil déjà. Donc ça a été prouvé, hein. Il y a une étude qui mettait en relation le temps de sommeil et le nombre de blessures sur les 2 ans à venir. C'était sur des athlètes, il y avait une population assez élevée et c'est très corrélé les deux, hein. C'est ceux qui dorment moins ou qui dorment régulièrement moins souvent que leur moyenne se blessent plus sur le long terme. Et en gros, par exemple, si vous dormez régulièrement, par exemple, 2-3 heures de moins que votre moyenne, la durée de sommeil sur laquelle vous vous sentez bien, le risque de blessure peut être augmenté de 3 voire 4, il me semble. Donc ça, c'est intéressant. Euh, Après, la durée de sommeil, elle est hyper, comment dire, elle est hyper individuelle. Ça va pas être la même pour tout le monde. Euh, il y a beaucoup de questions là-dessus, mais tout ce qu'on sait, c'est que 4-5 heures, c'est pas suffisant. Ça, par contre, ça, c'est évident. 4-5 heures, c'est pas suffisant. Euh, et généralement, les signes qui montrent que vous êtes en manque de sommeil, c'est lorsque vous avez des petites périodes de somnolence pendant la journée. En dehors de la petite période post-repas du midi. Mais sinon, voilà, si vous sentez que vers 16-17 heures ou même le matin, vous commencez à somnoler un petit peu au taf ou à l'entraînement, c'est c'est pas bon signe. Euh, on peut peut-être parler des siestes. Je pense que ça peut être un sujet intéressant. Est-ce que tu Ouais. approuves, Florian? Euh, Moi, sur tout ce que tu as dit sur le sommeil, moi, je suis entièrement d'accord. Je pense que c'est hyper, hyper important pour bien récupérer. Ok, beaucoup travaillé aussi en préparation mentale sur la qualité du sommeil. On sait que même pour le mental, pour la concentration, pour la gestion du stress, pour le contrôle de soi,
Mm. Si tu n'as pas dormi, je peux te dire que quand tu vas commencer à te mettre en colère, tu seras incapable de revenir à ton niveau de base. Et ça, pour l'expérimenter, il n'y a pas besoin d'être un sportif de haut niveau, hein. Vous avez tous été Mm. déjà fatigués et irritables et impossible de retourner à son état normal, quoi. Mm. Qu'après, oui, les siestes, moi, c'est marrant quand tu me parles de ça. Je pense à quand j'avais fait mon début en prépa mentale, tu as une dame qui était venue et elle nous. Alors, on est d'accord, on n'est pas d'accord. Moi, je suis très sceptique, hein, mais je trouvais ça quand même intéressant. euh, que on peut très bien faire des micro-siestes, ou du moins des temps de sieste plus ou moins longs durant la journée, et Mm. dormir beaucoup moins le soir. Donc avoir quelques heures de sommeil le soir et après entrecouper sa journée de sieste ou de micro-sieste. Ouais. Moi, je sais pas si c'est bien, mais après, si vous êtes fatigué dans la journée, pourquoi pas faire une petite sieste récupératrice. Après, je pense Ça que peut vous éviter de vous blesser. quand tu es au travail, c'est peut-être dur à mettre en place aussi, hein. Tu dis à ton Tu vas aux patron toilettes pendant. toutes les heures, je dois faire une petite sieste de 5 minutes, je sais pas s'il va kiffer, mais, bah, vas-y, continue, hein, si tu as d'autres choses à ajouter. Je te donnerai mon avis après sur les siestes. Ah, pardon, ça a coupé. Ah, tu m'entends? Ouais, là, c'est bon. Tu veux dire sur les siestes, si j'ai un autre truc à dire? Ouais, si tu as d'autres choses à Euh, ajouter, sinon rien de particulier, c'est pas un domaine que j'ai trop creusé. ok, ok. Alors, Je vais te laisser, là, je t'avoue que je pense que tu auras plus de trucs intéressants à dire que bah, moi. j'ai quelques petites données qui peuvent être intéressantes. En plus, c'est assez pratique, Vas-y. assez concret. Donc, les siestes, pour moi, c'est un excellent moyen. Enfin, je veux dire, je le recommande parce que ça permet de compenser des fois de mauvaises nuits ou même voilà, si on n'a pas l'occasion de dormir assez, ça arrive. Euh, que ce soit 20 minutes ou 1h30, pourquoi pas. Euh, je vous dirais juste de faire attention, donc ça dépend un peu de vous hein, et du temps que vous avez à disposition. Le seul petit conseil que je pourrais donner, c'est éviter que votre sieste se finisse après 16 heures. Parce que c'est à partir de ce moment-là où on sent que ça a un réel impact sur votre nuit. Et, euh, et voilà. Et oui, le petit conseil aussi que je peux donner, c'est un petit combo qui peut être intéressant et qui peut plaire, qui peut intéresser plusieurs personnes. C'est par exemple prendre un café, faire votre petite sieste de 20-30 minutes. Et ensuite, au réveil, en fait, le café aura le temps de faire son effet. Ouais, Et tu veux ça, dire, le café fait pas son effet direct. non, Ça, tu vois, je savais pas. Il non, met non, du non. temps à agir. Et en gros, voilà, en fait, ça va vous permettre d'éviter ce petit état tu sais, le petit état de somnolence qu'on a à la fin de la sieste, là. Je sais pas si tu vois, mais souvent, tu te réveilles, et bon, tu viens de dormir, tu as l'impression que tu es encore Ouais. plus fatigué qu'avant. Mais bon, cet état, il passe au bout de quelques minutes. Ouais, ça c'est clair. Et bah, en fait, ça permet justement d'éviter cet état-là. Donc, c'est plutôt intéressant. Hmm. Donc voilà, et après pour favoriser le sommeil la nuit, ça c'est compliqué de donner des conseils là-dessus parce que c'est hyper personnel, mais je pense que bah Faites de la méditation. ça c'est ton domaine, ça. Ça c'est plus ton domaine. Non, moi je vous conseillerais juste avec les smartphones surtout. Je pense que c'est une des sources les principales qui peut nuire au sommeil, Ouais. que ça soit la Ouais. lumière ou les notifications qui fait monter l'adrénaline en vous, cette envie de toujours être à l'affût de la nouvelle notification Instagram ou Twitter. Donc moi, je vous conseille, voilà, éviter les écrans au moins avant 30 minutes avant de dormir. Et ah bah, je crois qu'il aimait pas trop ce que je disais parce qu'on voit plus. Ah. Yes, bah, moi, ouais, ça a coupé, j'ai eu autre truc là. Non, Non, mais t'inquiète. j'entendais sur les smartphones. C'est vrai Et, que c'est hyper important. Enlever les lumières bleues et ouais, éviter, surtout si vous travaillez le lendemain ouais, les après notifs, 21h. les notifs, ouais. Donc voilà. Ouais, Après, enlever les pour le notifs. sommeil, après c'est tellement personnel que c'est compliqué de donner de réels conseils là-dessus. Après, on peut Ouais. pas. Mais Tu déjà, vas. c'est avec votre téléphone, ouais. Vous coupez les notifs. Mais même, j'ai envie de dire, couper les notifs durant la journée parce que ces distractions permanentes Hmm, vont faire que vous allez être incapable de vous concentrer hyper longtemps sur une tâche. hmm, Et
là, on voit en ce moment que les capacités de concentration sont en chute monumentale à cause, c'est notamment imputé à ça, quoi. Est-ce que tu le fais, toi? Et puis, Est-ce que tu arrives à couper les notifs? moi, j'ai une application sur mon téléphone qui s'appelle AdBlock. Eh ben, Et en gros, ça me coupe toutes les notifs. Donc, j'ai pas de. À part mes mails, c'est le truc. Et même ça, tu vois, des fois, je me fais baiser parce que je me mets à regarder mes mails. Et après, je suis parti, quoi. Je reçois des mails tous les jours, donc je réponds. Et bref, c'est chiant. ok. Et même cette application, quand je veux Ah, avoir vraiment un bon rythme, je l'active et en gros, ça désactive. Ça désactive. C'est-à-dire que si je clique sur Messenger alors que mon appli elle est désactivée, ça met un message, bah non, en fait, t'as pas le droit, tu vas te faire enculer. Et, et tu reviens dans 2 heures, quoi. Et après, tu mets des plages horaires comme ça. ouais. Et c'est vrai que c'est pas mal parce que les gens, ils ont trop de mal, même moi, à me discipliner tout seul, quoi. Moi, je J'ai suis besoin que ce soit mon environnement Florian. qui me C'est un bon exemple. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Si, je sais qu'il faut pas que je bouffe de Nutella, mais si tu me fous un paquet de Nutella devant moi, ça va être compliqué, quoi. Et si je suis un peu fatigué, que j'arrive pas à bien me contrôler, bah c'est baisé. Il n'y a plus de Ah, Nutella. tu vois, les notifs, moi, j'y arrive pas. Par contre, le Nutella, ça, j'arrive. Ça, Ah, j'arrive mais à. toi, nutrition, t'es chaud. Mais d'ailleurs, on peut peut-être en parler de ça. Ouais, ouais, bah, carrément. Bah, Euh, ça fait une super transition en plus. Alors, Vas-y, nutrition, c'était pas voulu. on peut en parler. Ça reste un peu comme le sommeil. C'est compliqué d'en parler parce que c'est tellement personnel à chacun. Euh, après, euh, qu'est-ce qu'on peut dire en nutrition? Bah, c'est tout bête, hein, mais bien s'alimenter correctement. Donc, bon, ça, c'est un peu vaste, vous allez me dire. Mais déjà, bien manger le soir après l'entraînement. Il y en a enfin, il y a des idées, des mythes qui disent que manger le soir, ça fait grossir ou quoi. Bon, ça n'a jamais été prouvé. Il y a limite le contraire qui ressort. Donc, voilà, bien manger le C'est vrai que soir. c'est très mitigé là-dessus. Ça a été prouvé, ça a plus été prouvé. C'est compliqué. Ouais. Bon, moi, en tout cas, je suis pas Moi, emballé ça par. pas des masses. Mais du coup, voilà, je vous conseillerais de bien surveiller votre apport en protéines, en glucides. Pour vous donner quelques petits chiffres, les glucides, c'est l'apport préférentiel du cerveau. Donc, en gros, si vous ne mangez pas assez de glucides, votre cerveau ne fonctionne pas bien. Et pour vous donner de petits chiffres, le cerveau consomme en moyenne 5 grammes de glucides par heure. Donc, si vous faites un petit calcul rapide, c'est environ 120 grammes de glucides par jour. Donc, déjà, moi, je vous conseillerais minimum 120 grammes de glucides par jour. Et après, en protéines, bah, ça dépend de votre profil, hein. Si vous êtes une femme plutôt légère, qui s'entraîne peu de fois à la semaine, bah voilà, je vous conseille, je sais pas, 1,2, 1,3 grammes de prot par kilo de poids de corps par jour. Euh, donc, ce qui fait pour une femme de 50 kilos, 60 grammes. J'espère que je ne fais pas de boulettes. Normalement, ça doit être ça. Et par exemple, si vous êtes un homme qui est plutôt fort, musclé, qui fait 3, 4, voire plus en entraînement par semaine, bah, pourquoi pas aller chercher les 1,8, 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Donc, si par exemple vous faites 80 kilos, bah, ça serait aux alentours des 160 grammes par jour, quoi. Ouais, nutrition, extrêmement important. Mais d'ailleurs, on en fera peut-être une vidéo. On On s'était peut. dit qu'on pourrait en faire une vidéo carrément à part pour en parler. C'est vrai qu'il y a plein de trucs. Après, vous attendez pas à avoir de notre part des trucs un peu prêt tout fait, des consignes. Voilà, on parlera vraiment de nous, qu'est-ce qu'on pense, de consignes assez générales. De temps en temps, on cassera des mythes, on pense totalement injustifiés et puis faux, mais voilà quoi, Ouais, histoire d'en discuter un peu. c'est Toi, compliqué pendant la une nutrition. compétition, Ouais. tu conseillerais de bouffer un truc, d'apporter un petit encas? Faut peut-être pas spoil tout notre contenu du podcast nutrition. On en Ah, fait un. Mais oui, il est bah fort. oui. Je, je, je conseillerais un encas, mais lequel? On verra Ah, au prochain il épisode. va falloir regarder la prochaine vidéo. Putain, il est fort. Il est fort. Netflix l'a engagé pour vous obliger à regarder les épisodes d'après. À binge-watcher, c'est à cause de lui. C'est ça. Ok. Ah non, mais oui, Eh bien, on en écoute, reparlera. on Attends, a combien de temps de vidéo là?
Je sais pas, mais moi je finirais bien quand même sur un petit point parce que Vas-y. là on a parlé de nutrition et de sommeil. Je parlerais bien quand même vite fait Hydratation. des autres récup rapidement Ouais. parce que là je pense qu'on doit être quasiment à 1 heure. Après on peut conclure juste très, très rapidement parce que là je pense surtout par exemple pour la récup par le froid, les massages, etc. Je vais juste dire une petite Ouais. phrase là-dessus. Euh, donc toutes ces récupérations, elles sont quand même surestimées, je pense. Elles sont pas inutiles, loin de là, mais je pense surcotées. On va commencer par C'est un la récup complément, active. quoi. Voilà, exactement. On peut commencer par la récup active. Donc la récup active, voilà, elle peut être intéressante dans certains cas. Entre deux événements, je ne la conseille pas. Par exemple, entre deux matchs, pas forcément, mais ça peut quand même, après par exemple une compète, le lendemain d'une compète, pourquoi pas pour améliorer le recyclage des déchets. Pourquoi pas? C'est pas ça qui va vous passer d'un état de fatigue immense à un état de forme incroyable. Euh, Récup par le froid. Bon, on va quand même en parler, même si voilà, on va en parler parce que je pense que ça peut être intéressant, même si tout le monde n'a pas accès à une cryo où il y a toujours les bains froids qui peuvent intéresser. Moi, je pense que ça peut être intéressant si on le fait au bon moment. Après une séance de muscu, par exemple, je pense pas que ça soit idéal. Ça peut perturber les adaptations. Euh, En fait, sur la récupération, les données montrent en tout cas que ça fait pas une différence incroyable. Par contre, ça peut améliorer la perception de la douleur et la perception de récupération. Comme les étirements. Voilà, c'est un peu ça. Voilà, ça joue là-dessus. Et ça peut aussi aider pour, un peu comme les étirements aussi, pour passer à un état, pour revenir à un état neutre initial. Ouais. Et Voilà. après, bah, ça rejoint aussi l'aspect mental, quoi. C'est la Mm, perception de ce qui est en train de m'arriver mm, fait que mon cerveau, il réagit pas du tout de la même manière, il donne pas les mêmes consignes. mm. Voilà. Ouais. Pour donner quelques petits chiffres quand même, si pour moi ça je vais dire un truc qui peut parler à tout le monde, c'est les bains froids. Si vous voulez vraiment en faire, ça peut être utile, hein. Je dis pas le contraire, mais bon, ça faut quand même relativiser l'effet. Mais sinon, je conseillerais environ 10 minutes, entre 8 et 15 degrés. Voilà. Et donc je sais pas si tu veux rajouter un truc sur Sur ça, sur les bains froids, non, j'ai rien de bon, particulier à rajouter. Si ça vous intéresse et que vous êtes curieux, vous pouvez aller regarder sur YouTube. Il y a un très grand chaman qui s'appelle Wim Hof. ah oui, ça Il est m'étonne de je pas. sais plus quelle nationalité. Hmm, C'est un mec qui il promeut à fond bain froid, douche froide, hmm, euh, même aller se baigner dans des lacs glacés. Il organise des stages hmm, où il invite des gens à venir dans son pôle Nord là hmm, et à faire des activités liées au froid. hmm, Les témoignages sont vraiment excellents par rapport à ça. En plus, il y a énormément d'études qui ont été faites sur lui pour montrer que ça marchait. ouais, Et les études ont montré pas mal de trucs intéressants. Mais après, lui, il s'expose pas une fois après son entraînement, il s'est exposé hmm, toute sa vie au froid. ok. Et donc, ça a donné des trucs, meilleur système immunitaire, une capacité à récupérer beaucoup plus facilement, à s'adapter à des températures extrêmes. Ok. Enfin, voilà, des trucs, En gros, faut le conseiller si vous avez une sympas. compète, par exemple, au Sri Lanka. N'hésitez pas à avoir une compète au pôle Nord de, Faites un stage Wim Hof juste avant. de faire des bains froids, quoi. Ouais. Non, Voilà. bah, Si vous êtes curieux, allez voir ce qu'il fait. Il propose des petits trucs. Et des trucs, des petits exos de récupération, des petits machins comme ça. On peut être sceptique, mais moi je suis un sceptique curieux, donc hmm, j'aime bien regarder, même si je me dis, ouais, je suis pas sûr. Je regarde, j'essaye des trucs, je me renseigne, et puis oh, ça peut être sympa des fois, même si tu crois pas forcément, tu fais, ouais, c'est quand même pas mal ce qu'il fait. hmm. Bah, même mentalement, se baigner dans l'eau froide, c'est pas évident. C'est C'est un ça, travail c'est mental. ça, c'est aussi ça, c'est que, pour en parler rapidement, mais Ah, vas-y, vas-y. en fait, vous améliorez certes des réponses physiologiques, mais vous améliorez votre réponse au stress en fait. Et les gens, quand les témoignages, en fait, ils se sont rendus compte. Tu te rends pas compte forcément consciemment que ton corps il est en train de réagir au froid, etc. Tu te dis pas,
ah, je sens que je suis plus résistant à la maladie. Non. Par contre, tu te dis, tu trouves un certain bien-être parce que comme tu as été exposé à un stress énorme pendant longtemps, que grâce à ta conscience, à ta volonté, à ta respiration et à la régulation de la respiration, tu t'es forcé, t'y es allé, tu t'es adapté. Euh, la prochaine fois que tu es soumis à un stress, mais qui n'est pas forcément dû à la météo, hein, mais qui est un stress, je sais pas, de ton patron, un stress sportif, un stress de tout ce que tu veux, eh bien, c'est beaucoup, beaucoup plus facile pour toi d'y faire face. En fait, c'est un peu comme l'entraînement où tu vas améliorer ton toe spin coup droit, bah, tu vas faire des répétitions de toe spin coup droit et puis à la fin, tu seras meilleur à l'entraînement. Et si tu veux être moins stressé, moi, pourtant, je prépare mental, hein, mais je ne conseille pas forcément de faire de la relaxation ou des trucs comme ça. Je vais plutôt essayer de pousser le joueur à le mettre dans des situations de stress, c'est pour Ah, repousser son seuil de tolérance au stress. ok, Et à la fin, intéressant. euh, il sera à 9-9 à la baie, il fait qu'est-ce que j'en ai à foutre? Moi, je prends des bains froids tous les matins. Et puis, tu vois, il y a un côté où tu es plus stressé, du moins, par les mêmes choses, quoi. Après, c'est pas parce que tu Mm. prends des bains froids que tu vas pas être stressé à 9-9 à la baie, mais ce que je veux dire, c'est que à l'entraînement, tu peux mettre en place des trucs ou en imagerie mentale qui vont te permettre de repousser ton seuil de tolérance au stress. Mm. Enfin bref, voilà, voilà. C'est tout Euh, pour moi. Est-ce que c'est bon pour nous? ah, ouais, j'aurais bien parlé rapidement des massages, juste Vas-y. rapidement. Juste pour Sur dire que, post-séance? ouais, juste pour dire que, parce que c'est utilisé, juste pour dire qu'il n'y a pas trop de données là-dessus, mais que ça n'a pas l'air Il n'y a pas hyper. trop de données françaises. Ouais, moi, j'ai pas vu tout court, mais en tout cas, je sais pas toi ce que tu as vu, mais moi, j'ai vu que c'était pas hyper efficace, loin de là, que encore que tu pouvais le compiler avec une autre méthode. Ah, Donc, tu veux non, dire après la séance? ouais, après la Par séance, rapport ouais. à avant la séance? Ouais. Bah, je dirais plus que après la séance, bah voilà, tu peux le compiler avec une autre méthode c'est plus un effet de bien-être et voilà, ramener le corps à un état neutre, initial, on va dire. Ouais. Mais qu'en soi, d'après ce que j'ai vu, hein, je me trompe peut-être, et au jour d'aujourd'hui, je pense que c'est pas hyper utile. Par contre, en début de séance, ça, je le favoriserais, notamment pour la mobilité, on en a parlé tout à l'heure. Voilà. Et c'est vrai que il y a cet aspect bien-être qui est intéressant sur les massages ou les étirements. Parce que justement, on avait vu que. Euh, attends, je vais me décaler, j'ai le soleil qui me rentre dans la tête. Euh, en fait, les étirements ou les automassages comme ça, après les étirements, en fait, ça faisait une amélioration de ton bien-être parce qu'ils inhibaient les capteurs de la douleur des muscles que tu étirais ou que Mhm. tu massais. Et en fait, en inhibant ces capteurs de la douleur, en fait, l'inflammation, la douleur, elle existe, elle est encore là. C'est juste que tu vas moins la ressentir. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui ont vraiment une perception de la douleur qui est bien moindre après ce genre d'exercice, en fait. C'est pas qu'ils vont mieux, c'est pas que tu as récupéré mieux, Mhm. mais c'est que tu as inhibé les capteurs qui te donnent les infos disant Ok, que tu as mal. ok, ok. C'est la petite info que je donnerais. Ok. Enfin voilà, pour conclure, la récupération, ça se planifie, ça s'individualise, comme une planif de prépa physique ou d'entraînement. Voilà, Ouais, mon petit point. faut que ce soit intégré Voilà. dans une planif d'entraînement autant que le travail en lui-même, quoi. Mm. Autant que possible. Et puis même si vous n'êtes pas un sportif de haut niveau, que vous Mm. n'avez pas des programmations, machin, où vous vous entraînez une, deux fois par jour, euh, eh bien ça peut quand même être Mm. intéressant de mettre en point des trucs, surtout si bah, vous dormez pas très bien, vous mangez pas très bien, vous fumez. Attention à pas trop accumuler les trucs quand même. Est-ce qu'on ferait pas une petite conclusion? On a quand même pas mal parlé, je crois. Ouais, pas mal pareil, ça a duré Pour plus les d'une peu qui heure. nous écoutent encore. Ouais. Alors, il me reste 3% de batterie. Pour conclure, Non, bah, euh, non, mais si on a le temps de conclure. Euh, Bah, du coup, on a parlé que la prépa physique, c'était ça, prévention blessure, hein, c'est vraiment l'aspect numéro un. L'aspect mobilité, c'est hyper intéressant. La différence avec la souplesse, c'est qu'on va en même temps travailler en force, hein.
mobilité, souplesse, plus force. Et cet aspect force, il est intéressant. Que l'explosivité, vous pouvez la travailler soit en travaillant avec des charges lourdes, soit à vitesse max. Et qu'à partir du moment où, au fur et à mesure que vous travaillez dans votre séance d'explosivité, vos performances en vitesse commencent à baisser, là, c'est un signe que, OK, il faut peut-être que je prenne un peu plus de récupération. On dit qu'on doit toujours être frais au début de notre exercice d'explosivité. Euh, on a aussi parlé un petit peu de la charge en instabilité et que nous, on préfère les charges stables sur des surfaces, on préfère les charges instables sur des surfaces stables plutôt que l'inverse. On n'est pas trop pour la perf, les bosus, les trampos, les trucs comme ça. On laisse ça au kiné, rééducation, réathlétisation. Et encore même pas en réathlétisation, souvent il laisse tomber. C'est vraiment lié, vraiment le truc juste après la blessure, quoi. Et puis enfin, parler de récupération, du sommeil, de la nutrition, automassage. C'est une belle Et puis conclusion. on va faire une deuxième vidéo là qui sera concentrée que sur les nutritions. Mm. Donc je pense que je vous renverrai un petit sondage pour que vous puissiez aussi poser les questions. Là, ce sera plus une vidéo Mm. pour Gauthier. C'est vrai que je ne connais pas des masses en nutrition, donc ce sera surtout moi qui poserai les questions que vous voulez que je lui pose. Et puis il y répondra, quoi. Moi, c'est ce que j'allais dire, hein. Si vous avez des questions déjà sur ce podcast, sur tout ce qui a été dit, franchement, n'hésitez pas à venir nous en parler parce que Ouais, on répondra peut avec débattre, il n'y a plaisir. aucun problème. Et que si vous avez des prochaines questions pour d'autres vidéos, il ne faut pas hésiter non plus. Ouais, on peut faire des vidéos, on peut refaire une vidéo réponse aux questions s'il y a eu beaucoup de questions. On peut faire des trucs. Nous, on préfère toujours répondre à des questions concrètes plutôt que de parler de thèmes, on ne sait pas si ça va intéresser. Donc, si vous avez des questions vraiment Mm. concrètes sur un sujet, sur un truc qui vous est arrivé, sur une expérience que vous voulez partager, bah c'est cool, no problème. Eh ben écoute, ça va être bon, Gauthier. Je te remercie d'être venu, d'avoir accepté, d'avoir partagé ton expérience. Super sympa et je pense que ce sera apprécié. Il n'y a pas En de tout cas, souci. moi, j'ai apprécié discuter avec toi, c'était super. C'était très sympa. Plaisir partagé. Eh bien, on se retrouve sur la prochaine vidéo alors. Ça marche.